Forma sonus. La forme du son. Un podcast sur la musique contemporaine. Il y a des gens qui aiment la musique, et puis il y a ceux qui l'écoutent vraiment. Ceux qui ne fuient pas quand la mélodie ne les caresse pas, mais qui restent, intrigués, un peu mal à l'aise, fascinés, comme devant un animal inconnu qui pourrait, au choix, les dévorer ou les émouvoir. C'est pour eux que ce podcast existe. Un podcast sans frontières, littéral ni linguistique. On y parlera français, anglais, néerlandais et allemand, parce que la musique, elle, ne connaît qu'une grammaire, celle du son. Chaque épisode sera une exploration, de la musique d'aujourd'hui, de ceux qui la créent, de ceux qui la font exister, et même de ceux qui décident si vous allez l'entendre ou non, les programmateurs, ces curieux arbitres du goût collectif. Et parfois on descendra dans les caves poussiéreuses de l'histoire, là où dorment des chefs-d'œuvre oubliés, recouverts par les couches épaisses de la politique, du hasard ou de la simple mesquinerie humaine. Pour ce premier épisode, on a choisi un cas clinique, Anton Bruckner, un compositeur qu'on regarde souvent comme un oncle gênant au repas de famille, celui qu'on ne comprend pas bien, qu'on soupçonne d'être un peu illuminé, trop pieux, trop hésitant, en tout cas pas assez moderne. Bref, le genre d'homme qu'on met au subtop des claléments, comme un élève brillant mais bizarre. Et pourtant, derrière les doutes, les silences et les révisions sans fin, il y a un génie absolu, un bâtisseur de cathédrales sonores, un architecte de l'émotion brute. Bienvenue dans ce voyage au cœur de la musique du 19e siècle, à la découverte d'un compositeur qui a marqué l'histoire de la symphonie, Anton Bruckner. Bruckner, Anton Bruckner, un homme qui composait des symphonies comme d'autres creuse des tunnels, longtemps, profondément, en espérant qu'à la fin il y ait de la lumière. Et aujourd'hui, on va essayer de comprendre ce mystère, ce génie timide, croyant, maladroit, qui voulait juste être entendu et qu'on a traité comme un élève distrait. Pour en parler, j'ai invité Sébastien Le Tocard, compositeur, organiste et surtout l'un de ces rares qui comprennent Bruckner mieux que la plupart des bruckneriens eux-mêmes. Avec lui, on va démonter les clichés, gratter la croûte du temps et écouter, vraiment écouter, ce que cet homme avait à dire au monde, avec sa symphonie comme confession et prière. Sébastien, bienvenue à Forma sonus. Merci pour l'invitation, Chris. Quand on écoute Bruckner, on a parfois l'impression d'entendre les collines, les vaches et les cloches d'Ansfelden. Est-ce qu'il y a vraiment un peu de Haute-Autriche qui résonne dans ces symphonies, ou est-ce juste notre cerveau urbain qui romantise le folklore d'un organiste de village ? Alors Anton Bruckner est né le 4 septembre 1824 dans le petit village d'Ansfelden, effectivement en Haute-Autriche, non loin de la ville de Linz. Au XIXe siècle, l'activité industrielle de cette cité s'est surtout développée dans les secteurs du textile et de la métallurgie. Bruckner, lui, a grandi dans un milieu rural. Son père était à la fois instituteur et organiste paroissial du village. Devenu adulte, il suivit le même chemin, exerçant à son tour ces deux fonctions. Alors, Bruckner n'avait pas encore 13 ans lorsque son père mourut. Sa mère décida alors de confier son éducation aux moines de l'abbaye de Saint-Florian, qui est tout près du village d'Ansfelden, et également qui est situé non loin de Linz. Plus tard, lorsqu'il s'installa à Vienne en 1868, Bruckner conserva l'habitude de revenir à Saint-Florian pendant ses vacances. Ce lieu représentait pour lui un retour aux sources, un refuge spirituel et affectif. L'imposante abbaye domine le village du même nom, Saint-Florian, entouré de champs et de prairies,
On peut imaginer que les paysages campagnards qu'on peut y voir aujourd'hui n'ont pas trop changé par rapport à ce que Bruckner a dû connaître de cette région. Alors ce qui est marquant dans ces symphonies, c'est effectivement notamment la présence très fréquente de thèmes évoquant la danse, la musique populaire traditionnelle autrichienne, notamment le Ländler, qu'on retrouve également dans la musique de Schubert ou de Mahler. Le Ländler, c'est une danse en 3 temps, assez proche de la valse, ayant un caractère plus archaïque, plus rustique. Si Bruckner était un organiste virtuose, il pratiquait également le violon. On sait qu'il en jouait pour accompagner les bals de village. Il aimait également beaucoup danser. Bruckner passait sa vie entre la foi et les fugues. Alors, sa musique, est-ce une prière ou une équation? Est-ce qu'on peut dire que son catholicisme transparaît dans ses symphonies, ou bien que c'est juste un effet secondaire de l'encens et des échos de cathédrale? Alors là, on va démonter un des clichés dont tu as parlé dans ton introduction. Sauf quelques exceptions, par exemple son quintet à cordes, Bruckner a essentiellement composé des œuvres religieuses, c'est-à-dire des messes. Il y a également un requiem de jeunesse, des motets pour chœur et un Te Deum qui a été d'ailleurs une de ses œuvres qui a rencontré le plus de succès et qui a été le plus joué de son vivant. Et ce dernier partage d'ailleurs un thème commun avec l'adagio de sa 7e symphonie. Et puis alors, il y a évidemment les symphonies qui reposent sur le modèle de la symphonie dite viennoise, dont les modèles essentiellement sont Haydn, Mozart, Beethoven et Schubert. Il y a également Schumann et Mendelssohn qui l'ont influencé, mais c'est vraiment le modèle de départ, c'est la symphonie dite viennoise et surtout Beethoven. Alors ce que Bruckner cherchait avant tout, c'était être dans la continuité de cette tradition, l'intention consistant à vouloir faire jouer ces symphonies dans des cathédrales bénéficiant d'acoustiques très réverbérées me semble plutôt inappropriée en vérité. Je n'ai pas connaissance que Bruckner ait jamais eu pour projet que ce soit le cas. Son rêve ultime était d'être joué par l'Orchestre Philharmonique de Vienne, un orchestre déjà exceptionnel et prestigieux à l'époque, et ce, si possible, dans la grande salle du Musikverein à Vienne. Bruckner destinait bel et bien et avant tout ses symphonies à la salle de concert, dans des acoustiques plutôt sèches que des églises, en tout cas plus sèches que des églises ou des cathédrales. Dès lors, je ne pense pas que son intention première fût de véhiculer un message religieux ou spirituel de manière directe et explicite à travers ses symphonies, même si à l'écoute de celle-ci, ce qui frappe immédiatement, c'est précisément cette grandeur, cette beauté et cette luminosité en quelque sorte comparable à une cathédrale gothique, sonore. Je pense que quand il composait, c'est sa nature intime qui se révélait, et en tant qu'homme, il était imprégné d'une profonde culture à la fois musicale et religieuse. Bruckner a donc fait le choix du modèle et de la tradition de la symphonie viennoise pour formaliser ses idées et son inspiration musicale. Cela ne l'a pas empêché de faire considérablement évoluer la forme symphonique. Il me semble assez évident que ces symphonies ont une dimension que je qualifierais d'ésotérique. Un ésotérisme de nature évidemment chrétienne, c'est-à-dire une symbolique musicale qui, à travers des motifs, des formules musicales, évoque plus souvent qu'elle n'a pour but d'être purement descriptive. Cette technique est directement héritée de la rhétorique et la codification musicale de l'époque baroque, dont on trouve de très nombreux exemples dans les Passions
ou les cantates de Jean-Sébastien Bach. Un des exemples, c'est le chœur d'entrée de la Passion selon Saint Jean, qui a un motif dans les cordes qui fait ta-di-da-da-da-di-da-da-da. Et on appelle ce terme-là, le terme latin, le terme rhétorique, ça s'appelle circulatio. Et en fait, ça représente la couronne d'épines du Christ. Ça a une nature symbolique, mais c'est pas forcément quelque chose de descriptif, comme une action ou comme une musique d'opéra qui va accompagner des scènes concrètes ou une mise en scène de choses concrètes. Ici, c'est dans la métaphysique chrétienne et c'est symbolique. Par ailleurs, la nature spacieuse de la musique de Bruckner, dont les harmonies s'étalent souvent au travers de longues progressions, donne à l'auditeur un sentiment unique de faire l'expérience d'une perception différente du temps, comme si celui-ci était dilaté ou suspendu, ou comme l'écrivait le biographe de Bruckner, Jean Gallois, là où l'instant se confond avec l'éternité. C'est notamment cette magie qu'on peut par exemple percevoir en écoutant le tout début de la 4e symphonie, dont le solo de corps par lequel elle commence semble évoquer une sorte de lever de soleil, offrant une vision indicible. C'est vrai que c'est magnifique et on remarque aussi la maîtrise absolue de la forme, de la composition. Il a passé 6 ans à étudier le contrepoint avec un certain Simon Sechter, un type dont la musique sonne comme un manuel d'harmonie couvert de maïzena. Est-ce que Bruckner en a tiré quelque chose? Ou est-ce qu'il faisait juste ça pour obtenir un diplôme tamponné par la bureaucratie autrichienne? Voilà, il y a une partie de la réponse dans ta question. Effectivement, Simon Sechter, Bruckner a étudié avec lui de 1855 à 1861, et la postérité n'a pas retenu son nom comme celui d'un compositeur marquant. Il a notamment composé énormément de fugues. Celles-ci d'ailleurs sonnent davantage comme des exercices scolaires qu'autre chose, et il faut avouer en effet que sa musique globalement est assez banale. En tant que compositeur, je ne pense donc pas que Sechter ait eu une influence significative sur Bruckner. Ce que Bruckner visait avant tout, avec des cours de contrepoint et d'harmonie auprès de ce pédagogue qui à l'époque était réputé et connu, c'était l'obtention de diplômes et donc de reconnaissance officielle de ses compétences académiques. Petite parenthèse, Schubert avait pris également des cours de contrepoint à la fin de sa vie avec Sechter. Donc dans la société autrichienne, de tels titres ont une très grande importance pour valider les capacités d'une personne et pouvoir ensuite briguer un poste officiel et important.
Enseigner a toujours été la vocation première de Bruckner. Il a été d'abord instituteur dans divers villages dans la région dont il provenait. Après le décès de Sechter le 10 septembre 1867, c'est Bruckner qui a pris la relève au conservatoire de Vienne. Il exigea de ses élèves la même discipline que son prédécesseur en imposant des exercices rigoureux et répétitifs afin d'aiguiser la maîtrise des mécanismes d'écriture de la musique tonale. Néanmoins, après 2 années d'un tel traitement, Bruckner disait à ses élèves « Lorsque je vous demanderai de composer une œuvre personnelle, si vous continuez à respecter ces règles, je vous filerai un grand coup de pied au derrière. » C'est évidemment là une invitation à être original et à s'affranchir des règles académiques, mais de manière maîtrisée, c'est-à-dire tout en ayant construit sa technique d'écriture en se basant sur ces mêmes règles. Alors, encore un petit élément d'explication par rapport à ça. En fait, ces règles, ce sont celles que tout étudiant dans un conservatoire va apprendre, par exemple, en composant un choral dans le style de Bach. On va respecter certaines règles de contrepoint, éviter les quintes ou les octaves parallèles, ce genre de choses-là. Et ce sont des règles de base que Bruckner va continuer à respecter dans certains cas de figure, précisément quand il compose de manière contrapuntique, notamment quand il compose une fugue. Ce sont ces règles, par exemple, que Schumann lui-même, dans son opus 60, qui sont une série de fugues sur le nom BACH, donc si bémol, La, Do, Si bécard, lui aussi respecte ces règles-là. Mais, de manière plus générale, Bruckner, évidemment, avait conscience que pour libérer son imagination, et Schumann aussi, et tous les autres, on ne peut pas tout le temps ou en permanence être astreint à respecter toutes ces règles d'écriture. Ça reste des principes scolaires, d'apprentissage d'économie ou de discipline dans l'écriture. Et une fois qu'on a maîtrisé tous ces mécanismes, c'est aussi ça concerne la manière de comment moduler, comment changer de tonalité. Et bien une fois qu'on a intégré cette technique-là, on peut véritablement laisser libre cours à son imagination. Et c'est ce que Bruckner a fait. Puis arrive Otto Kitzler, le gars qui lui fait découvrir Wagner. Et là, révélation. Est-ce qu'on peut dire que Kitzler, c'est un peu le dealer sonore qui lui a donné sa première dose d'orchestre wagnérien? Wagner a eu un effet libérateur sur lui, et c'est certainement lié au fait que, avec le parcours pédagogique qu'il a suivi avec Sechter, mais également avec Kitzler, Bruckner, on lui avait demandé de ne pas composer de la musique personnelle. Et en fait, le but, c'était vraiment de composer des œuvres très académiques, enfermées dans un modèle, et de vraiment respecter les règles académiques de la composition. Kitzler était violoncelliste, non seulement chef d'orchestre, mais également donc ou lui aussi un pédagogue réputé. Bruckner a surtout étudié l'orchestration avec Kitzler de 1861 à 1863, et c'est lui qui donc lui a fait découvrir la musique de Richard Wagner. Pour Bruckner, ça a été une immense révélation. L'ambition de devenir un compositeur symphoniste s'est manifestée assez tardivement dans la vie de Bruckner. Il a composé sa symphonie d'études en fa mineur, donc à la fin de ce cycle-là, en 1863, à l'âge de 39 ans, et sa première symphonie reconnue officiellement comme telle par lui-même, à l'âge de 42 ans, sa première symphonie en do mineur. L'opulence orchestrale de Wagner a probablement fasciné Bruckner, ainsi que ses très longues progressions harmoniques. Je crois par exemple que les préludes de Tannhäuser, de Tristan et Isolde, ainsi que celui de l'Or du Rhin, avec sa longue pédale de mi bémol, ont sans doute eu sur Bruckner un effet décisif et très marquant. Néanmoins, Bruckner n'a pas vraiment suivi les pas de Wagner ou de Liszt. Car Liszt, on peut plus ou moins le catégoriser dans la galaxie ou dans l'orbite de Richard Wagner. Bruckner n'a jamais composé d'opéra, de musique de scène ou de poèmes symphoniques. Durant des décennies, il s'est appliqué à être un digne héritier de Beethoven en composant des symphonies, sans doute en voulant incarner une sorte de synthèse des symphonistes autrichiens et de l'école viennoise qui l'ont précédé. Il ne faut pas oublier que dans la personnalité de Bruckner, et c'est une chose très importante, il y avait une forte composante conservatrice, et que rendre hommage à l'héritage musical austro-hongrois et s'inscrire dans sa continuité était pour lui une chose extrêmement importante. Cela ne l'a pas empêché, je le répète, d'être un compositeur extrêmement innovant, voire un pionnier, et je reviendrai sur cet aspect peut-être un peu plus tard.
Bruckner adorait Wagner, mais il n'a jamais voulu faire d'opéra. C'est comme aimer le cinéma et ne jamais tourner de film. Alors, qu'est-ce qui lui a vraiment pris? La musique, le mythe ou juste le goût du gigantisme? En fait, l'influence de Wagner, je vais dire, est plutôt limitée, à vrai dire. Et effectivement, le terme d'épigone est particulièrement mal placé, ou peut-être même, dans la bouche de certains, mal intentionné. Bruckner n'était pas vraiment un littéraire, ni un homme du théâtre, ce qui ne l'a pas empêché d'être fasciné par les opéras de Wagner lorsqu'il allait les écouter à Bayreuth. Mais ce qui intéressait Bruckner avant tout, quand il composait des symphonies, c'était de créer essentiellement de la musique abstraite, ou en quelque sorte pure, tout comme peuvent l'être les fugues de Bach, ou les fantaisies de Jan Peterson Svelink, qui précède Buxtehude et Bach, mais qui est le début, la fin de la Renaissance et le début du baroque, qui a composé donc des pièces pour le clavecin et pour l'orgue, qui sont des pures abstractions. Et d'ailleurs, Bach est revenu à cet esprit-là dans l'art de la fugue. La musique de Bruckner, elle présente plusieurs idées, plusieurs thèmes. Ceux-ci se développent et peuvent, dans certains cas, se combiner contrapuntiquement. Donc c'est ce même esprit combinatoire et d'idées musicales qui se développent. Je ne pense pas que Bruckner cherchait dans ses symphonies à faire passer une sorte de programme extra-musical descriptif ou de nature philosophique, ni de relater un narratif dramatique quelconque qui conviendrait mieux à une intrigue d'opéra. Il a néanmoins donné quelques éléments explicatifs d'ordre assez général concernant sa 4e symphonie dite romantique, dont le scherzo, avec ses appels des corps, représenterait une sorte de chasse à courre, et le trio central, le repos des chasseurs. Il y a également l'exemple du tout début du final de sa 8e symphonie qui correspondrait à la rencontre de 3 empereurs, ceux-ci se rejoignant à dos de cheval, ce qui explique le rythme de galop entendu au début de ce mouvement. Bruckner faisait en effet référence à la rencontre de 1884 en Pologne, où se retrouvèrent l'empereur François-Joseph d'Autriche, le Kaiser Guillaume Ier de Prusse et le tsar Alexandre III de Russie. Cet événement fut célébré comme une démonstration de puissance et d'unité monarchique, appelé le Dreikaisertreffen ou Dreikaiserfest. Ce sont là sans doute des tentatives de la part de Bruckner de rendre sa musique peut-être un peu plus imagée auprès des auditeurs des salles de concert, de donner à sa musique une dimension un peu plus tangible
et concrète. Bruckner est parvenu à intégrer le chromatisme harmonique de Wagner à son langage symphonique, mais sans jamais vraiment l'imiter. Là, on arrive vraiment au cœur de la réponse à ta question. Wagner écrivait une musique plus organique, conçue pour le théâtre, alors que Bruckner composait une musique plus cyclique, de nature intrinsèquement architecturale. Dans la première version de sa troisième symphonie, composée en 1873 et dédiée à Wagner, Bruckner cite plusieurs thèmes d'œuvres de Wagner, dont la Valkyrie. Mais même lorsque Bruckner cite ces thèmes de Wagner, il le fait avec sa manière spécifique d'orchestrer, héritée de Beethoven, Schubert ou Schumann. Il peut donc lui arriver de citer Wagner, mais sans chercher à l'imiter. Concernant l'utilisation des Wagner-Tuben, des instruments conçus à la demande de Wagner dans le cadre de la tétralogie de ses 4 opéras, et dont le registre sonore chaleureux se situe entre celui du cor et du trombone, Bruckner, dans ses 3 dernières symphonies, en fait un usage très différent de celui de Wagner. Chez Bruckner, ces instruments enrichissent et renforcent la texture sonore générale de son orchestre, et quand ces instruments ont un rôle plus proéminent, plus soliste, c'est surtout pour leur donner un caractère solennel. Par exemple, le début de l'adagio de la 7e symphonie, qui a un caractère funèbre, ou encore la coda du final de la 8e symphonie. Ou alors, souvent, l'image qui me vient à l'esprit quand j'entends l'utilisation des Wagner-Tuben par Bruckner, c'est les chors alpestres.
On dit souvent que Bruckner construisait des symphonies comme des cathédrales. Mais au fond, y avait-il un cœur qui battait là-dedans? Ou était-il juste un architecte du diapason, un géomètre de l'émotion? Bruckner, j'ai toujours eu du mal à le considérer ou à le catégoriser comme étant un compositeur romantique à proprement parler, au même titre que Berlioz, Chopin, Schumann, Liszt ou même Wagner. On dit souvent de Bruckner qu'il était un architecte. C'est une métaphore souvent utilisée, peut-être un peu cliché, mais elle me semble pourtant parfaitement justifiée. Il manifestait en effet une certaine obsession quant à la perfection formelle de ses édifices symphoniques qui, en partie, le poussait à remettre en question et à réviser ses œuvres, à les repenser. Cependant, ce ne fut pas la seule raison qui l'incitait à procéder à de tels changements en profondeur. Bruckner fut sans doute un des plus grands maîtres de l'harmonie en ce sens qu'il a été capable de composer des œuvres de grande envergure dans lesquelles sa gestion des principes de tension et de détente est maximalisée. C'est-à-dire qu'il parvient à différer le besoin de résolution en additionnant, en accumulant progressivement différentes couches de tension par palier dans des mouvements qui dépassent parfois plus de 20 minutes. Certains de ces paliers ont une fonction d'attente, de temporisation. Dans le cadre de la forme sonate, par exemple, c'est surtout le second groupe thématique, le groupe dit lyrique, plus expressif ou féminin par nature, qui remplit surtout ce rôle. Le premier groupe thématique, lui, a pour fonction de présenter les idées musicales principales, dont le Hauptthema, donc thème principal en allemand. Le thème principal du mouvement, voire de l'œuvre entière d'ailleurs. Le troisième groupe thématique a pour fonction de ramener de l'attention et d'amener la musique vers le développement, ou dans le cadre de la réexposition vers la conclusion, ce qu'on appelle la coda. Dans ces vastes architectures, il y a les moments clés qui résolvent toutes les tensions accumulées ou qui résultent de celles-ci, ce qu'on appelle climax, c'est-à-dire le sommet ou l'aboutissement d'un long processus. C'est vers la fin du développement en général que le premier climax est atteint, le second apparaissant à la fin de la coda. En procédant de la sorte, Bruckner construit ses symphonies autour de la nécessité de se diriger patiemment vers un point précis, le voyage étant tout autant porteur de sens que la destination, le cheminement donnant toute sa signification et son poids au but ultime. Sans doute plus que pour tout autre compositeur, la musique symphonique de Bruckner est particulièrement directionnelle, c'est-à-dire qu'elle va toujours quelque part vers un objectif qui doit être atteint. Elle donne ce sentiment profond d'être inévitable, inéluctable et par là même logique. L'expressivité de la musique de Bruckner ne vient pas tant d'une quelconque nature qu'on pourrait qualifier de romantique. Bruckner n'était pas fondamentalement un sentimental, par opposition par exemple à Chopin, que de la capacité rhétorique et discursive qu'il avait à construire de longues phrases s'intégrant elles-mêmes dans de larges progressions dont je viens de parler, mais aussi d'oser des ruptures, des contrastes parfois très abrupts.
Beethoven avait déjà tout inventé, Bruckner, lui, est arrivé avec les plans de rénovation. Alors, qu'est-ce qu'il a vraiment apporté à la forme sonate, à part quelques étages supplémentaires et un orgue symbolique dans la cave? Comme je le disais tout à l'heure, Bruckner voulait s'intégrer dans la continuité et il y avait en lui une nature profondément conservatrice. Mais ça n'a pas empêché de faire évoluer ses formes tout en les conservant. Dans ses symphonies, Bruckner n'a jamais utilisé la forme rondeau ou de mouvements à variation, comme le final de la Symphonia Eroica de Beethoven, donc sa troisième symphonie. Le principe même de transformation et de variation des thèmes, il a préféré manifestement le mettre en application au sein de ses formes favorites, c'est-à-dire la forme sonate, dont tu viens de parler, mais également la forme dite Lied. Lied, en allemand, veut dire chant. C'est une forme qui a été vraiment glorifiée, je vais dire, par Beethoven dans ses dernières œuvres. La forme sonate, elle, est utilisée par Bruckner pour ses premiers mouvements et ses finales, mais également ses scherzi. Scherzi, c'est le pluriel de scherzo, qui sont en quelque sorte des formes sonates miniaturisées. La forme dite Lied, donc c'est soit A, B, A, B, A, ou bien A, B, C, A, B, C, A représentant le thème A, B le thème B, et ainsi de suite. Il l'utilise pour ses mouvements lents. Bruckner, tout comme Mahler après lui, ont pris pour modèle ou comme archétype de mouvement lent l'adagio de la 9e symphonie de Beethoven et également l'adagio du 15e quatuor à cordes du même Beethoven. Comme je l'ai déjà évoqué, Bruckner avait pour ambition d'être dans la lignée directe de Beethoven. Il composait avant tout des symphonies qu'on pourrait qualifier de musique pure ou abstraite, en ce sens qu'il n'y avait pas dans ses intentions d'y adjoindre un narratif quelconque, comme par exemple dans la symphonie fantastique de Berlioz, ou des éléments même purement descriptifs, comme dans la symphonie pastorale de Beethoven, où on a des chants d'oiseaux dans le mouvement lent, ce qui, dans ce cas précis, est préfigurateur d'ailleurs de l'apparition ultérieure du poème symphonique, qui sera glorifié notamment par Franz Liszt. Les formes classiques en soi suffisent à Bruckner et lui servent de structure de base pour que ses idées musicales puissent s'y déployer. Ces formes classiques, Bruckner leur a donné en quelque sorte d'ultimes lettres de noblesse en les honorant dans un esprit de synthèse. Il a en effet intégré de manière homogène toutes les influences stylistiques de son parcours musical en tant que choriste, organiste liturgique et étudiant assidu des formes classiques, autant que des dernières innovations wagnériennes. Bruckner en effet résume et incorpore à lui seul plusieurs siècles d'histoire de la musique en utilisant dans ses symphonies les modes liturgiques notamment utilisés dans les chants grégoriens, dont le mode phrygien, qu'il semblait tout particulièrement affectionner, la science du contrepoint de la Renaissance et de la période baroque, et comme déjà expliqué, les formes et les principes compositionnels établis par Haydn, Mozart et le modèle beethovenien, puis Schubert, et puis les premiers romantiques tels que Mendelssohn, Schumann, et enfin l'intégration du langage harmonique et certaines caractéristiques de l'orchestre wagnérien. Bruckner a donc réalisé dans ses symphonies la synthèse harmonieuse et cohérente de ces différentes strates stylistiques, tout en se révélant très personnel, voire unique dans sa manière de penser la musique. Alors, ainsi que je l'ai déjà expliqué tout à l'heure, dans ses mouvements initiaux et ses finales, il y a 3 ensembles thématiques distincts qui sont présentés à travers ce qu'on appelle l'exposition. Certains des thèmes ou motifs exposés sont ensuite variés, combinés, réagencés librement, selon sa fantaisie, dans la partie nommée « développement ». Les 3 groupes thématiques sont ensuite entendus à nouveau dans ce qu'on appelle la réexposition avec des variantes et souvent écourtées. Et puis on arrive enfin à la dernière partie de la forme sonate, la conclusion qu'on nomme coda. On retrouve ce schéma dans toutes ses symphonies. À partir de la 4e et surtout la 5e symphonie, Bruckner a manifestement ressenti le besoin d'améliorer son traitement de la forme sonate en la rendant plus organique. Pour cela, Bruckner s'est à nouveau inspiré de la 9e symphonie de Beethoven, cette fois-ci du premier mouvement, où la réexposition du thème principal semble poursuivre le développement. Autrement dit, donnant le sentiment d'être dans la continuité de celui-ci en rendant moins nette la délimitation formelle entre la fin du développement et le début de la réexposition. L'ambiguïté est d'autant plus importante dans le cas de Beethoven que la réexposition se fait fortissimo en ré majeur, alors que le début du mouvement est pianissimo en ré mineur.
Ce principe d'interpénétration du développement et de la réexposition, Bruckner l'a repris et même amplifié. Un des exemples les plus marquants concerne le final de la 5e symphonie dont le développement est une immense double fugue. Double fugue, c'est-à-dire 2 thèmes. Le retour à la tonalité principale de si bémol majeur se fait au moment du climax, donc le sommet, soit là où Bruckner termine sa fugue et superpose les 2 thèmes principaux, l'orchestre entier jouant fortissimo. Il laisse ensuite ce qu'on appelle le processus de liquidation du matériel thématique se réaliser, mais sans vraiment l'épuiser, car la coda de ce final est sans doute son plus incroyable tour de force compositionnel et contrapuntique. Cette liquidation du matériel thématique se fait jusqu'à ce que la musique finisse par s'apaiser et nous amener au retour du 2e groupe thématique, donc le groupe chantant, féminin. Ce moment pivot est bel et bien une réexposition, donc le moment fortissimo où les 2 thèmes de la fugue sont superposés, mais ça répond ici plus à un impératif de continuité des idées musicales qu'à celui de la forme sonate elle-même qui, en principe, de manière académique, avant le retour du thème principal, donc du début de la réexposition, est conventionnellement précédé de ce qu'on appelle un suspense de la dominante, soit un moment d'attente qui nous prépare à réentendre les idées déjà présentées dans l'exposition. Ici, développement et début de la réexposition sont imbriqués et forment désormais une sorte de moment pivot et donc de tronc central. Bruckner traitera à de multiples reprises cette caractéristique formelle avec une intelligence et une subtilité exceptionnelles. Ibi fuisti, audivisti, tibi pertinet. Vous y étiez, vous l'avez entendu, cela vous appartient. Telle est la philosophie de Forma Sonus. Tout est musique, non seulement par le son, mais par la forme même de son apparition. Ces épisodes bruckneriens seront élevés au rang de hors-série. Un choix presque marketing, certes, mais surtout un geste éditorial. Marquer une distance, signaler une singularité et inviter à une écoute attentive hors du flux ordinaire. Je tiens à remercier chaleureusement Sébastien Le Tocard d'avoir accepté d'être mon premier invité de ce podcast. Un podcast qui se veut résolument contemporain, tout en convoquant la figure d'un compositeur du 19e, comme si le passé insistait pour dialoguer avec notre présent. Les podcasts consacrés à la musique contemporaine coexisteront avec eux, non dans une logique de concurrence, mais de coexistence paisible, car le temps musical n'est pas linéaire, il est stratifié. Ainsi se dessine un espace d'écoute où les époques ne s'annulent pas, mais se répondent. À une prochaine fois.